le sujet qui a trait à l'assurance et la soutenabilité de cette industrie, qui n'en est pas une d'ailleurs, juste derrière. L'idée est d'apporter une solution concrète au problème de financement du système de santé par un nouveau partage, en fait, entre ce qui est attribué à la sécurité sociale en termes de financement de la branche maladie et ce qui est attribué à ce qui couvre aujourd'hui plus de 96% des Français, c'est-à-dire la quasi-totalité de la population, les complémentaires santé. Alors déjà, peut-être un petit mot sur l'Institut Sapiens et en particulier sur l'Observatoire Santé et Innovation l'Institut Sapiens. Donc, dans cet observatoire, en fait, ce qu'on veut faire, c'est de peser dans le débat public et en ligne avec l'esprit de l'Institut Sapiens, peser dans le débat public en s'ancrant dans l'innovation. Et une des innovations majeures qu'on essaie de pousser dans le système de la santé, c'est d'en avoir une vision globale. Pourquoi? Parce qu'on est dans un système de santé organisé en silos et que c'est ça qui nous empêche d'avancer. Et l'une des illustrations qu'on peut citer, c'est le fait qu'on va tout mettre sur l'hôpital. Oui, mais si on met tout sur l'hôpital sans s'intéresser à l'amont et à l'aval de l'hôpital, ça ne changera pas les choses parce que si on ne fait pas d'osmose entre ce qui se passe dans les soins de ville et ce qui se passe dans les soins à l'hôpital, ça ne résoudra pas les problèmes de l'hôpital. Donc nous, on veut avoir une vision globale. On veut décrypter, quelqu'un le disait en introduction de la conférence sur le financement de la protection sociale, je crois que c'est Nicolas Bouzou qui disait en fait, il n'y a pas plus complexe que le sujet de la santé. C'est vrai, c'est extrêmement complexe. Et donc, on est dans un sujet où on est dans l'entre-soi. Donc, on est organisé par silos dans le système de santé. On est dans l'entre-soi et nous, notre vision, c'est qu'il faut absolument décrypter, démocratiser toute cette complexité et expliquer aux gens, parce que la santé, vous le savez, derrière le pouvoir d'achat, c'est la deuxième préoccupation des Français, et je pense qu'on peut dire aussi, nous, à titre individuel, que c'est certainement la première de nos préoccupations, notre santé et celle de nos proches. Et puis, donc, si on veut décloisonner, il faut instaurer un dialogue entre les parties prenantes qui ont, bien sûr, quelquefois des intérêts contradictoires. Pourquoi j'ai choisi donc ce matin sur ce sujet de la santé dont on pourrait parler pendant des jours et avec de multiples problématiques, les médias en sont pleins au quotidien, de parler du sujet du financement parce que c'est le nerf de la guerre. Alors, la note que nous avons produite, donc, qui est en vente libre sur le site de l'Institut Sapiens, donc à la rubrique Observatoire Santé et Innovation, nous l'avons faite avec Erwan, qui était là tout à l'heure, Tison, au sortir de la crise sanitaire. Alors là, on avait évidemment des déficits abyssaux de la sécurité sociale, avec toutes les dépenses liées à la crise sanitaire. Mais finalement, cette crise, on l'a pris comme un révélateur au sens chimique du terme. C'est que tout d'un coup, nous apparaissait toute l'étendue du sujet. Alors, révélateur du niveau de dépenses, je viens d'en parler. Révélateur aussi du niveau d'investissement à l'inverse. Pourquoi ça a été panique à bord, notamment dans nos hôpitaux, et ça l'est toujours, c'est que parce que pendant des années, les budgets de l'hôpital sont colossaux, mais on les a consacrés à la dépense courante, on ne l'a pas consacré à l'investissement, et aujourd'hui on est à la croisée des chemins, où il faut continuer, parce qu'on est dans une population vieillissante, à financer l'hôpital sur les dépenses courantes, parce qu'il y a toujours plus de patients, parce qu'on n'a pas réformé l'amont et l'aval de l'hôpital, comme je le disais, et en même temps, comme dirait l'autre, il faut investir, parce qu'on est au bout du bout de ce qu'on peut faire sans investir et innover à l'hôpital. Et on en tirait aussi à l'époque, donc en 2021, les bons côtés de notre système, c'est sa capacité de résilience, parce qu'on ne s'en est pas tiré trop mal par rapport à d'autres pays, et toutes les limites.
Alors on est toujours quand même dans des déficits abyssaux. La loi de financement pour 2024 de la sécurité sociale concernant la branche maladie, c'est 244 milliards de dépenses. La protection sociale, c'est 31% du PIB, et la branche maladie, on va être à 9,4 milliards de déficit à la fin de l'année 2024 si tout se passe selon les prévisions, avec quelque chose qui est beaucoup moins su et moins dit, c'est que la caisse d'amortissement de la dette sociale, notre fameuse CADES, en fait, qui devait cesser d'amortir ses dettes en 2033, elle ne va pas y arriver. Ça, c'est le dernier rapport du Haut Conseil pour le financement de la protection sociale. Alors pourquoi, principalement, on ne va pas y arriver, et je disais que la crise sanitaire était un révélateur. C'est parce qu'on a une population vieillissante, alors ça, tout le monde en parle, et donc plus on vieillit, plus on est fragile, y compris devant les maladies infectieuses. Et puis surtout, on a un fardeau en France qui est à la fois humain et financier des maladies chroniques, et on a bien vu pendant la pandémie que malheureusement, les gens qui souffraient de maladies chroniques étaient parmi les plus graves, les malades les plus graves, voire parmi les plus nombreux décès. Alors au milieu de ce panorama qui est quand même un peu lourd, on a quand même une grande chance, c'est qu'on a un système particulier en France qui est un système dual. Donc on a un système de financement qui repose sur deux pattes. Le premier, c'est la solidarité nationale, c'est la sécurité sociale. C'est un système collectif obligatoire. On est tous obligés, quand on est résident français, d'y cotiser. Et la réciprocité, c'est que quand on est résident français, on reçoit tous les prestations de la sécurité sociale. Ça, c'est très bien, c'est le principe de chacun selon ses moyens, on cotise en fonction de ses revenus, qu'on soit entreprise ou particulier, salarié, non salarié, et on reçoit selon ses besoins. Et il y a un deuxième étage, on va dire, qui initialement était bien complémentaire, comme son nom l'indique, du financement de la sécurité sociale pour la maladie, parce qu'il reposait sur un système facultatif, c'est que chacun y allait s'il pensait qu'il avait un peu des besoins différents du restant de la population, ou qu'il avait des moyens qui lui permettaient d'avoir un peu mieux. Voilà. Et donc on était sur un système facultatif et personnalisé qui repose non pas sur la solidarité nationale, mais sur un concept très proche qui s'appelle la mutualisation des risques. C'est-à-dire qu'en fait, on arrive comme ça à limiter, on arrivait, c'est plus le cas, hein, il y en a plein jour d'eux, on arrivait à limiter la cotisation pour les gens concernant la complémentaire santé par le système de mutualisation. Qu'est-ce qui s'est passé? L'État s'en est mêlé et a considéré que ce système facultatif personnalisé devait être réglé dans toutes les largeurs et toutes les longueurs par l'État et devait être un prolongement avec les mêmes règles de la sécurité sociale. Et donc c'est la création, lors de la loi de réforme de l'assurance maladie en 2004, du contrat responsable. Et là on a une mainmise comme d'habitude très tatillonne, très dans le détail, de l'État sur ce marché qui fonctionnait finalement pas trop mal. Le problème, c'est que toujours, en fait, dans le temps, ça suit la vision politique des choses. Alors, la première réglementation du contrat responsable, ça a été pour limiter l'accès aux soins. Parce qu'à l'époque, on considérait qu'il fallait limiter le recours aux soins pour limiter les dépenses. On était en 2004. Évidemment, dans la santé, ça ne marche pas, parce que là, on n'est pas dans la consommation courante, on est dans des vrais besoins de santé, donc dans une population vieillissante, c'était un échec total. Et donc, on a renversé complètement la vapeur, et on a dit, ah non, 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 le contrat responsable, ça doit servir à donner accès financier aux soins le plus possible. Et on a créé le 100% santé, pour que les Français qui disaient « Ah, mais moi, mes plus lourds restent à charge, c'est les lunettes, les dents, et pour les plus âgés, les appareils auditives », eh ben, ne puissent plus dire ça.
Et on a cru en France que si on résolvait le problème de l'accès financier à ce que disaient les Français sur leurs dépenses courantes de santé, pas trop grave quand même, hein, il y a plus grave comme maladie que tout ça, même si c'est important, eh bien on allait réduire le non-accès aux soins en France, en occultant complètement, bien sûr, que le non-accès aux soins en France, c'est un problème d'accès physique ou à distance, mais pas d'accès financier. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, donc on a ce fardeau du vieillissement de la population et des maladies chroniques, et qu'aujourd'hui, ça occupe 60% de la dépense de la sécurité sociale. Et que moi, je crois très fort, alors en tant qu'économiste de la santé tout au moins, membre du collège, que les arbres ne montent jamais jusqu'au ciel. Donc jusqu'à quand la sécurité sociale va pouvoir payer ces malades chroniques qui pèsent déjà pour 60% de ses dépenses, et de ses dépenses courantes, parce que ça veut dire que pendant ce temps-là, on n'investit pas. On n'investit pas dans l'innovation, il faut le dire haut et fort. Aujourd'hui, l'accès à l'innovation dans les soins, dans certains secteurs, est freiné. On a beaucoup trop d'innovations qui sont données au cas par cas. Donc soit vous êtes dans le bon établissement hospitalier, au bon endroit, au bon moment, et vous bénéficiez d'un financement investissement recherche, soit vous n'y êtes pas, et c'est une forte inégalité d'accès aux soins innovants. La prévention, elle est quasi inexistante, et notamment tous les efforts qu'on doit faire en prévention secondaire, dépistage en particulier, et surtout la prévention tertiaire, qui est en fait la prévention pour que ces fameux malades chroniques ne s'aggravent pas, ne développent pas d'autres maladies à partir de leur première pathologie parce qu'ils sont mal accompagnés, et qu'on dépense moins. Et à côté, on a une gabegie, parce qu'il faut quand même l'appeler comme ça, du 100% santé. C'est 13 milliards d'euros de dépenses totales. Et bien avec 16 milliards d'euros, avec tout ça, on peut faire quand même beaucoup de choses. Et notamment, on pourrait solliciter les complémentaires santé pour plutôt aller financer et cofinancer avec la sécurité sociale la prévention et des soins plus efficients pour les malades chroniques, puisque 61% de ces 16 milliards, c'est les complémentaires santé qui les financent, et ça ne cesse de croître. Voilà, donc l'idée de la note, c'était de dire, remettons à plat cette espèce de dérive inefficiente du contrat responsable, qui n'a de responsable que de nom. C'est complet, on est complet. Et refondons le cofinancement entre la sécurité sociale et les complémentaires santé en le priorisant sur ce qui pèse le plus en termes de santé humaine dans notre pays et ce qui pèse le plus en termes économiques, c'est-à-dire les plus malades, les malades chroniques. Et notamment, ouvrons la porte aux complémentaires santé en termes de prévention tertiaire. Alors, on a une grande chance, c'est qu'on se situe justement dans le début d'un nouveau paradigme en France sur le financement des soins, qui va beaucoup aider la prévention et la prévention tertiaire en particulier, puisque le président de la République a démocratisé cette idée dans sa dernière allocution, conférence de presse, c'est de passer du paiement en silo à l'acte des soins à des forfaits pluridisciplinaires, c'est-à-dire partagés entre plusieurs acteurs du soin, médecins, paramédicaux, pharmaciens. Eh bien, profitons de cette opportunité pour rebâtir donc cette complémentarité entre la sécurité sociale et les organismes complémentaires. Alors aujourd'hui, elles y sont invitées sur un strapontin. Elles se sont battues, par exemple, pour être cofinanceurs, qu'il y ait ce qu'on appelle un ticket modérateur, c'est-à-dire une partie qui n'est pas remboursée par la sécurité sociale, dans la télésurveillance. La télésurveillance médicale qui a démontré tout son intérêt en matière d'accompagnement de malades chroniques, notamment dans les maladies cardiovasculaires et le diabète.
Ben voilà, oui, ok, à force, on a obtenu, les complémentaires santé ont obtenu ce fameux remboursement du ticket modérateur, mais c'est complètement en aveugle. C'est-à-dire, on va leur dire c'est tant, ils ne savent même pas ce qui a été fait pour leurs assurés patients, si ça a été bien fait, pas bien fait, et surtout, elles n'ont pas la possibilité de discuter avec l'assurance maladie et les établissements et les soignants pour dire mais bon, ok, parce que je ne sais pas si vous avez regardé le montant des forfaits, mais c'est très très bas. C'est très très bas ce qui va être donné, donc il va y avoir peu d'équipes médicales qui vont s'y mettre, comme d'habitude en France. De toute façon, on fait comme ça tout le temps. Peu d'équipes médicales qui vont s'y mettre, peu d'industriels des dispositifs médicaux qui vont y aller, et donc les médecins devant la pénurie, ils vont orienter que les plus malades. Alors qu'on a au bas mot 15 millions de patients en ALD et très certainement entre 18 et 20 millions de malades chroniques, y compris ceux qui s'ignorent. Et donc on va voir le sujet par le petit bout de la lorgnette, alors que si on invite les complémentaires santé autour de la table, si on les allège de 60% des 16 milliards que j'ai cités et qu'on leur demande de cofinancer, on ira beaucoup plus loin, on fera beaucoup mieux et on enrôlera beaucoup plus de patients, par exemple dans ces programmes de télésurveillance. Au-delà, elles peuvent vraiment s'inscrire aussi dans tout ce qui est soins de support. On a eu un débat ubuesque sur la prise de financement de l'activité physique adaptée lors de la dernière loi de financement de la sécurité sociale. Finalement, il en est sorti, comme d'habitude, le plus petit commun dénominateur, qui n'est même pas le plus petit commun multiple. On va dire, on va faire des expérimentations sur le seul cancer, sur l'impact de l'activité physique adaptée. Eh bien non, allons beaucoup plus loin, faisons beaucoup plus vite, soignons plus de gens pour moins cher, en plus, en évitant les complémentaires santé, dans cette nouvelle redistribution. Pareil sur le soutien à la nutrition, le soutien psychologique des malades, je ne sais pas si vous le savez, mais quand même, la sécurité sociale américaine, oui, ça existe. Il y a deux systèmes de sécurité sociale aux États-Unis. Celui pour les plus âgés, les plus 65 ans, qui s'appelle Medicare, et celui pour les plus pauvres, qui s'appelle Medicaid. Et bien, Medicare a mené des expérimentations justement en prévention tertiaire, donc en accompagnant les gens sur le soutien psychologique, sur la nutrition, sur l'activité physique adaptée, et ils obtiennent des résultats qui ont été publiés dans de nombreuses revues scientifiques sur l'amélioration des états de santé des gens et sur aussi les économies qu'ils ont produites. Vous savez qu'aux États-Unis, ça compte, que l'État américain ne va pas continuer à financer ces implantations et maintenant les déployer s'il n'y a pas des économies au bout. Eh bien, on est capable de faire ça en France, mais il faut simplement que toutes les parties prenantes, et notamment les parties prenantes financières, soient autour de la table et puissent discuter de ce qu'elles peuvent faire et de ce qu'elles veulent faire, parce qu'on a besoin de cet argent pour gérer cette transition où on est dans des déficits abyssaux et en même temps où il faut investir. Merci. Est-ce que j'ai encore un moment pour les questions? Je vous en prie. Merci Josette. Moi j'avais une question sur pourquoi est-on finalement si peu performant dans la prévention? Pourquoi est-ce qu'il y a... est-ce que c'est culturel? Est-ce que c'est le modèle économique? Ou en tout cas, en tout cas, est-ce que c'est politique? Est-ce que c'est économique? Pourquoi finalement, alors même que finalement le meilleur risque c'est celui qui ne se produit pas, pourquoi est-ce qu'on est si peu, on va dire, performant? Et pourquoi c'est si peu dans notre culture en France, justement, de travailler en amont de la dépense de santé et de son traitement? Alors, tu le dis, oui, c'est culturel. C'est culturel parce que les grands fondements de 1945, du système de sécurité sociale,
se sont inscrites à un moment de l'histoire où en fait on mourrait beaucoup rapidement de maladies infectieuses qu'on n'avait pas le temps de vieillir. Voilà. Et donc la priorité, elle était sur soigner rapidement, sauver les gens. Hein. Voilà, on l'a bien revécu pendant la pandémie. Hein. On est retourné à cette époque-là quelque part. Et maintenant, on est dans un tout autre paradigme. Le sujet de la santé, alors évidemment, c'est de soigner les gens dans l'urgence, mais aussi c'est de continuer à ce que les gens vieillissants et malades continuent à vivre dans leur état de santé actuel le plus longtemps possible sans se dégrader. Donc oui, c'est culturel, et puis il faut reconnaître aussi que de l'autre côté, c'est que personne, aucune partie prenante n'a intérêt aujourd'hui à investir dans la prévention. Je vais commencer par les soignants. Je le disais tout à l'heure, on est dans un système d'organisation en silo. Donc chacun réfléchit pour son propre nombril à l'instant T. Et en plus, on est dans un système de financement à l'acte. Donc en fait, un professionnel de santé, plus il multiplie les actes, mieux il se porte. Et en plus, il répond à la demande, parce qu'il a des tas de gens qui ne demandent qu'une chose, c'est d'avoir accès à leur médecin pour avoir des prescriptions, pour faire des actes. Donc voilà, donc ça, c'est le système, il n'est pas incitatif à la prévention. Les expériences internationales nous montrent que pour faire de la prévention, il faut aller vers les gens. Or, on est dans un système où tout le monde se bouscule aux portes des professionnels de santé, donc évidemment, ils n'ont pas le temps d'aller vers, et ils ne sont pas payés pour ça d'ailleurs, où il faut de la pluridisciplinarité, c'est-à-dire un ensemble d'intervenants soignants et non soignants, pour faire de la prévention, porter les messages différemment, avoir le temps de le faire en se répartissant la manière et la portée des messages. C'est de la pédagogie, hein, n'importe quel prof, je ne le suis pas, mais vous dit la pédagogie, c'est répéter, répéter, répéter. C'est pas quand vous allez une fois de temps en temps voir votre médecin, parce que de toute façon il n'y a pas le temps de vous recevoir, que ça va marcher. Donc plus il y aura de professionnels de santé qui travaillent ensemble, mieux ce sera. C'est pas l'intérêt de la sécurité sociale, malgré sa bonne intention. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on est sur du financement annuel. Or, la prévention, c'est un investissement qui, certes, doit avoir un retour sur investissement. Et le problème, j'écoutais avec attention Nicolas Bouzou tout à l'heure dans le débat, il montrait bien qu'en fait, on faisait des fortes économies, mais que ça se verrait pour la prévention primaire et la prévention secondaire que dans un certain nombre d'années. L'idée qu'on a, nous, à Sapiens, c'est de dire, oui, bien sûr, il faut investir dans le primaire et le secondaire, mais avant tout, il faut mettre la gomme et tout de suite dans le tertiaire. Parce que là, on va sur les malades, là, hein, sur mieux les accompagner, parce que là, on sait que les économies sous-jacentes, elles vont venir très vite. Or, les discours aujourd'hui sont sur la prévention, beaucoup sur la prévention primaire et secondaire, ce qui est bien, mais pas assez sur la prévention tertiaire. J'ai chahuté Nicolas, mais tout à l'heure, dans un premier temps, il a cédé secondaire et tertiaire, puis tout d'un coup, il a dit « Ah oui, secondaire et primaire et secondaire, ah oui, et la tertiaire ». Mais oui, parce que en fait, c'est toujours le parent pauvre et l'oublié. Donc, et en fait, nous, notre point de vue, c'est qu'on peut investir tout de suite parce qu'on aura des retours sur investissement tout de suite. Et il faut cesser d'y aller à petites pincées, des petits forfaits dans la télésurveillance, une petite expérimentation dans l'activité physique adaptée, des forfaits au cas par cas en recherche sur l'éducation thérapeutique du patient. Non. Allons-y en grand large et les résultats, on les verra tout de suite.